Rapidement, je me présente, je suis Alain Souligne, je suis président fondateur donc, d'une société qui s'appelle Les Argonautes, qui fait la transformation numérique des entreprises. C'est-à-dire qu'on pense que c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup parler des startups lorsqu'on parle du numérique, mais nous sommes assez convaincus que la transformation numérique de ce pays se fera pas simplement parce que nous allons créer de plus en plus de start-up, mais avant tout parce que nous allons réussir à transformer l'économie, l'administration, l'industrie, l'ensemble des entreprises qui existent et qui font la vie économique de ce pays, qui font sa force et qui ont besoin de cette transformation numérique pour avancer. Donc on fait quelques projets comme ça. C'est nous qui avons fait APEC.fr. Donc on a fait ça il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, c'est un site qui fait 2 millions de vues par jour. Et aujourd'hui, l'ensemble de la relation de l'APEC avec les cadres s'opère par le net. Et l'ensemble de l'entreprise APEC est organisé autour du net. C'est nous qui déployons les sites de la marque Peugeot dans le monde entier, dans 90 pays, aussi bien sur ordinateur que téléphone portable, tablette, où on a déployé des centaines d'écrans tactiles pour les concessionnaires en Europe et au Japon. Nous sommes en train de réaliser, et ça va voir le jour, enfin ça va être déployé là en ce moment, c'est testé sur 5000 enseignants. On est en train de réaliser le réseau social, professionnel des enseignants. Donc là, on parlait de modification de l'éducation nationale, mais je crois que c'est par ce genre de choses qu'on va peut-être réussir à modifier la façon de travailler des enseignants. C'est en leur donnant des outils qui leur permettent de partager les contenus pédagogiques. Je ne crois pas que ce soit en faisant des parents des clients. Je pense que c'est une vue, à mon avis, que je ne partage pas. Je l'ai dit en croisant monsieur qui m'a précédé. Et puis, puisque nous sommes dans l'Oise, j'en parlerai tout à l'heure, nous avons transformé le dispositif Internet du département de l'Oise en un réseau social territorial qui s'appuie sur des services de proximité. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, par ailleurs, je préside un institut de formation pour élus locaux qui s'appelle Institut Edgar Quinet et qui s'est concentré justement sur la formation à tout ce qui change dans la société et en particulier, donc évidemment, le numérique est le sujet prioritaire que nous traitons. Et puis, je viens de créer une école qui s'appelle Webforce 3, dont je vais parler tout à l'heure. Alors, je ne sais pas sur quel bouton je dois appuyer. Voilà, ça. Alors, la première chose qu'il faut retenir, ça a été dit de diverses manières, mais ce que nous pouvons constater, c'est que la révolution digitale a changé quelque chose de fondamental. C'est qu'on est maintenant dans la communication, puisque c'est un peu le sujet dont je voulais vous parler, c'est qu'on est dans une communication de la multitude et du partage. On a parlé d'économie de la multitude. Aujourd'hui, de plus en plus, il n'y a plus de marque souveraine. Il y a quelque temps, et c'est pour ça que la publicité, c'est à ça que la publicité servait souvent, une marque, donc Peugeot ou n'importe quelle marque alimentaire ou autre, ou un hôtel, délivrait sa communication et elle était souveraine dans sa communication. C'est elle qui décidait quelle image elle allait donner, elle le faisait à travers son logo, son slogan, ce qu'on appelle sa baseline, à travers ses accroches, ses affiches, les images qu'elle véhiculait, etc. Eh bien aujourd'hui, il n'y a plus de marque souveraine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un hôtel peut raconter ce qu'il veut sur lui-même. Il peut mettre des plus belles photos qu'il a réussi à faire de la piscine, des chambres, etc. S'il est mal noté sur TripAdvisor, il est foutu. Et donc ça, c'est une modification fondamentale. C'est-à-dire que la révolution digitale a définitivement donné le pouvoir aux consommateurs et à l'usager. C'est un élément qui est extrêmement important et qui signifie quelque chose de très important pour les marques,
C'est qu'aujourd'hui, une marque n'a plus, même si elle doit continuer à travailler son image, à travailler ses slogans, à travailler son logo, le plus important pour une marque, ça va être la manière dont elle va opérer des services qui vont lui permettre de prouver sa réelle valeur ajoutée. Et ces services, de plus en plus, il va falloir qu'elle les opère sur Internet et qu'elle les opère à travers de l'innovation technologique. Alors je dis sur Internet, ça peut être, et ça va être à l'avenir, avec des objets connectés. Ça va être aussi à l'avenir en recueillant et en agrégeant des datas de façon à mieux connaître son client et à mieux dialoguer avec lui. Mais on le voit, la question de l'innovation technologique est devenue, je parle là pour une agence de communication comme nous, c'est devenu aussi important que ne l'était avant la création et le design. Que ne l'était, vous savez, avant, une agence de communication se reconnaissait par la créativité de son pôle de directeur artistique, etc. Aujourd'hui, et c'est là-dessus que nous, aux Argonautes, on a beaucoup travaillé, c'est qu'aujourd'hui, on est une soixantaine, on a une trentaine de gens de IT, des développeurs, des intégrateurs, des informaticiens, et on a une trentaine de gens de marketing, de communication, des rédacteurs, des directeurs artistiques, des designers, etc. C'est-à-dire que, en fait, on a essayé, nous, à notre manière, dans la communication, de réaliser ce que l'intervenant précédent disait, c'est de réaliser ce mixte qu'effectivement l'éducation ne réalise pas, de se dire sur tel métier, comment, en apprenant tel métier, quel qu'il soit, j'apprends en même temps l'informatique, le codage, le développement, etc. Aujourd'hui, on peut constater que ce n'est pas le cas. Donc nous l'avons résolu depuis 20 ans. Les Argonautes existent depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, on s'est constitué comme ça. C'est-à-dire, on a mélangé, dès le départ, c'est dans notre ADN, informaticiens et communicants, parce que la révolution que l'informatique allait apporter à la communication, nous avions bien vu que ça n'était pas tant simplement la numérisation des données, mais que cette révolution allait venir de la base de données, c'est-à-dire cette capacité effectivement à traiter les données et à travers la base de données de délivrer des vrais services aux clients, aux usagers, selon qu'on ait une institution ou une marque. Voilà, donc ça c'est un élément très important. Bon, c'est ce que je viens de dire. Hein. Et donc ça veut dire que la transformation numérique n'impacte pas uniquement... Enfin, ce que je veux dire, j'ai pris l'exemple de la communication, mais en fait, la transformation numérique ne va pas uniquement impacter la communication, mais toute la conception, l'organisation et la production des biens et services. C'est-à-dire qu'en réalité, la façon dont on va communiquer, c'est plus simplement en communiquant avec des belles images et des beaux textes, mais en rendant des services, en créant des objets connectés, en introduisant le numérique dans l'ensemble de l'économie et dans l'ensemble de l'industrie ou des services ou des collectivités locales telles qu'elles sont. C'est-à-dire, je pense qu'il faut numériser ce qui existe. C'est ça qui est fondamental. Et la révolution digitale est devant nous de ce point de vue-là. Parce que là, c'est vrai que, c'est ce que disait un des intervenants à la table, on en est encore loin. Voilà. Donc, ça concerne effectivement toute l'économie, toutes les entreprises, toutes les administrations et toutes les collectivités locales. Ça veut dire que le véritable creuset de la croissance et de l'emploi, c'est numérique. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut faire les investissements fondamentaux aujourd'hui en France. Et c'est un véritable vivier d'emploi. Et or, aujourd'hui, on le voit, quelquefois, on se tue à essayer de sauver des entreprises qui sont sur des secteurs où les emplois ont disparu et où ils ne renaîtront pas, parce que ce sont des secteurs qui sont partis ailleurs ou qui disparaissent. Et nous sommes très en retard sur la formation de développeurs, d'intégrateurs, c'est-à-dire des métiers du web. On a là quelques chiffres, hein,
Il y a en France, on va créer 36 000 postes d'ici à 5 ans. Au niveau européen, d'ici à 2 ans, il est prévu qu'il y ait une création de 900 000 postes dans les métiers du numérique. Aujourd'hui en France, il y a 50 000 postes non pourvus dans les métiers du numérique. Et donc on voit bien, alors que le numérique participe à 25% de la croissance du PIB français. Donc on voit bien que là, c'est un secteur qui est stratégique et sur lequel nous avons beaucoup de retard. Pourquoi ? Peut-être que la solution, c'est effectivement de former dans l'éducation nationale, sur tous les métiers, de former aussi aux outils du numérique, de former aussi à l'informatique, au codage. C'est sûrement un des éléments. En attendant que le paquebot éducation nationale modifie fondamentalement les choses, je pense qu'il y a un problème en France, c'est que nous formons des ingénieurs dans cette université, nous formons des ingénieurs, on forme des bac+3, des bac+5, mais on ne forme pas ce que moi j'appelle les prolétaires du code, les travailleurs du code. Moi, aux Argonautes, j'ai pas mal d'ingénieurs, mais lorsque je veux un développeur, un ingénieur qui vient aux Argonautes, très rapidement, il va vouloir être chef de projet, il va vouloir aller plus loin que simplement faire du code. Or, j'ai besoin de personnes qui codent. Et donc, de plus en plus, nous recrutons, et on trouve très difficilement, mais on trouve des personnes qui sont des autodidactes, qui sont des personnes qui ont décroché en fac et qui ont appris par eux-mêmes le code ou qui se sont reconvertis en apprenant le code d'eux-mêmes. Et on a un vrai problème, c'est que nous ne formons pas ces personnes-là. Or, en même temps, il faut le savoir, aujourd'hui, en France, un étudiant sur 2 arrête ses études à la fin de la première année de faculté. C'est-à-dire qu'il y a un vrai vivier de jeunes qui ont été en capacité d'avoir le bac, qui peuvent être extrêmement prêts à apprendre ce type de métier parce que ça correspond à leur univers, ça peut correspondre à ce qu'ils ont envie de faire parce que c'est extrêmement important. Et en même temps, il y a plein d'emplois. Donc, qu'attendons-nous pour faire les choses ? Donc, ce que nous avons fait, on l'a fait d'ailleurs aussi avec le département de l'Oise. J'ai créé, la première école est à Paris, la deuxième sera à Creil, dans l'Oise. Nous avons créé une école qui s'appelle Webforce 3, qui, on s'est dit finalement, quelqu'un qui a décroché en fac après le bac, il ne va pas repartir sur 2 années d'études. Donc on a conçu une formation en 3 mois qui permettent de former des développeurs et des intégrateurs et de les former très rapidement, en tous les cas de leur donner les bases qui vont leur permettre, parce que c'est un métier d'autodidacte, les langages du web évoluent en permanence, donc on leur apprend les bases pour connaître les langages actuels, le HTML5, le PHP, les frameworks fondamentaux comme WordPress d'une part, mais aussi Symfony, qui est aujourd'hui le framework qui est en vogue et qui est le plus puissant aujourd'hui et qui est un framework français par ailleurs. Et en même temps, on leur apprend à apprendre, c'est-à-dire on leur permet, on leur dit où aller chercher le code pour continuer à se former. Donc ça, on le fait en 3 mois, plus 15 jours autour d'un projet qui peut être un projet personnel ou un projet pour une association. Et donc la prochaine école ouvrira au mois de septembre dans l'Oise grâce à la fois à la ville de Creil qui nous donne les locaux et au département, au Conseil général de l'Oise qui fournit les ordinateurs, le tableau numérique interactif. Et l'autre élément pour conclure, rapidement, j'ai parlé sans dérouler les slides. Voilà donc ce que je disais. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que le département de l'Oise nous avait suivis dans la proposition qu'on lui avait fait de faire le premier réseau social territorial qui s'appuie sur des services de proximité. On a commencé il y a 2 ans en créant des services autour des services du département, que le département
offrait à ses usagers. Donc c'est à la fois Oisoscope qui permet une sorte d'agenda participatif et avec des outils pour les associations de façon à ce qu'elles puissent utiliser le réseau social pour développer leur activité, mais aussi l'annuaire des assistantes maternelles, puisque c'est une compétence du Conseil général. Et nous préparons la version 2 qui verra le jour en septembre, qui, elle, maintenant, sera un réseau d'entraide et de partage entre Isariens, c'est-à-dire entre voisins, entre entreprises, entre habitants et commerçants. Donc le Conseil général va participer. Nous pensons que c'est un des rôles de la puissance publique d'accélérer cette économie du partage. Voilà, merci. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup. Donc avec vous, on a balayé effectivement les questions du capital de marque, qui est ancré dans l'économie, du capital humain à travers les étudiants de Webforce 3, et puis le capital humain territorial, que vous allez donc visiblement prochainement mettre en œuvre et en mouvement ici dans l'Oise. Merci beaucoup. Je vais demander à Mohamed Baraï de me rejoindre sur scène à la même place. Voilà. Pour un moment plus technique. Plus technique, mais je veux dire, sans ça, rien ne se passe. Donc, c'est pas compliqué. La question des box très haut débit. On a parlé du FTTH très bientôt dans l'Oise. Donc, voilà, dites-nous rapidement ce que fait Elcon et vous, aujourd'hui, quelle est la vision que vous avez sur les usages qui vont être permis à travers notamment vos box via le très haut débit. Bonjour à tous, je suis très réjoui d'être ici pour la première fois. Je viens d'Allemagne. Culturellement, j'appartiens un peu à la francophonie, mais si vous remarquez qu'il y a un accent, quelque chose comme ça, ça vient du fait que je suis aussi un peu multilingue. Je vais mélanger un peu plus d'anglais avec le français que l'allemand avec le français. Donc, pour être concret, j'ai entendu aujourd'hui beaucoup de politique, beaucoup d'économique, beaucoup de choses qui sont plus ou moins théoriques pour moi. Moi, je suis dans la pratique. Et une box comme ça, elle est installée pour l'instant dans 50 000 installations au nord de l'Europe. Et entre-temps, en France, on en a aussi quelques centaines. Bon, que fait ce boîtier? Ce boîtier, il est là pour justement faire convoyer les données numériques dont on parle tout le temps. Ça veut dire, en général, on a un réseau, un opérateur qui a un noyau de réseau, et puis un réseau d'accès. Et le réseau d'accès, il doit aller quelque part. En général, il va sur une terminaison qui existe soit dans un business ou chez le résidentiel. Donc ce boîtier-là, il est fait pour intégrer tous les services dont on parle ici, que ce soit Internet pour data, que ce soit la VoIP pour la téléphonie, que ce soit le IPTV pour la télévision, HD ou Ultra HD. Entre-temps, on ne parle plus du triple play, on parle aussi du quadruple play. Ça veut dire qu'il y a aussi les applications Smart Home pour justement faire la connectivité des objets dans un domicile ou même à l'extérieur. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a un protocole français, typiquement français, c'est très bien, il faut qu'on s'y prenne et qu'on utilise le Sigfox. Ça, je ne savais pas, maintenant j'ai appris. Et ici, on utilise un protocole avec une USB clé qui s'appelle Zigbee, qui est aussi open source, que sûrement ici à l'université, les étudiants appliquent ou utilisent pour leur thèse. Donc, ce système-là, il est fait pour être, dès le début, en opération, quoi. Ça veut dire, une fois qu'on le monte, ça pourrait être monté d'une façon très simple. Il a un système de baïonnette. Ça veut dire les gens les installateurs qui montent ça, au début, ils vont venir comme ça chez vous, dans l'entreprise. On peut le monter n'importe où, c'est très facile à monter. C'est du plastique et c'est une fabrication purement européenne. Ça n'a rien à voir avec du chinois. C'est un peu cher, mais pour ça, il y a une certaine qualité qui est garantie pour les standards européens. Donc, ça, c'est une préinstallation pour mettre la fibre. Il ne s'agit pas de la technique ou la technologie XDSL, c'est de la fibre
pur et dur qu'on pourrait soit utiliser directement, ça veut dire la fibre pourrait être directement installée ici, puis avec le système de baïonnette, on met ça dessus, et puis on a les signaux qui passent par les fibres directement sur le boîtier, soit on a par exemple une baie dans le bâtiment où la fibre arrive, et puis on distribue tout ça avec du cuivre, sur le protocole Ethernet, pour distribuer les services sur tous les appartements qui existent dans un bâtiment, par exemple, ou si c'est une application business, dans les différents départements qui existent dans ce business. Donc, pour rentrer dans la technique, puisque je suis de la technique et je suis un praticien, donc je ne peux pas vous dire maintenant est-ce que le numérique est nécessaire ou pas. Le numérique est là, on le vit, on l'utilise chaque jour. Donc il suffit seulement de savoir quels sont les produits qui existent et qu'on peut utiliser pour accéder aux services numériques de suite. Donc un boîtier comme ça, il a besoin de 3 composants. Le premier composant, c'est l'entrée, ce qu'on appelle WAN, le Wide Area Network. Ça arrive en optique, en fibre optique. Et comme je vous ai dit, c'est nécessaire. On peut aussi faire l'arrivée en électrique, ça veut dire en cuivre. Et au milieu, il y a un routage, il y a un switching, il y a un bridging selon les applications dont on a besoin. Et la sortie, c'est ce qu'on appelle le LAN. Et le LAN, c'est soit des ports filaires, soit du Wi-Fi. Et ce boîtier, il a 2 Wi-Fi qui sont intégrés. On ne voit pas d'antenne, on ne voit rien du tout. Tout est intégré à l'intérieur. Et le Wi-Fi, il est très performant. Et il a les 3 protocoles connus, le B, le G et le N. Le N veut dire 300 mégabits par seconde. Donc tout ça est là-dedans. Il suffit seulement de l'installer une fois. Et puis l'opérateur, il a la possibilité d'envoyer la configuration adaptée au consommateur, ce que le consommateur ou l'abonné a commandé, et puis les services sont là. Ça veut dire qu'on peut avoir en même temps l'Internet, en même temps le IPTV, la télévision numérique, et dans ce boîtier, il y a même le câble TV, la TV câble. Ça veut dire que je peux avoir 2 fibres qui arrivent ici, une qui est porteuse de l'Internet IPTV VoIP, et l'autre elle est porteuse de câble TV. Et de plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut poser une clé USB ici. Il y a deux ports USB. Donc sur un, on peut poser la clé USB pour faire la radio Zigbee pour commander tous les détecteurs, connecteurs, les actionneurs pour faire une sorte de supervision directe sur son smart home, ce qu'on appelle le smart home aujourd'hui. Et puis un autre USB qu'on peut utiliser pour mettre par exemple une imprimante, pour mettre un disque dur externe, des choses comme ça. Puis il y a 2 ports de plus pour les fax, les appareils fax analogiques ou les appareils téléphones analogiques qui coûtent aujourd'hui rien du tout. Sinon, si on n'a pas besoin de ça, on peut mettre aussi une station DECT pour être en sans fil, pour téléphoner dans une salle comme ça ou dans une grande maison. Et puis, ce qu'il y a de plus ici, c'est qu'il y a des méthodes de management qui sont très sécurisées. Ça veut dire, quand l'opérateur décide de faire un déploiement de milliers ou de millions même d'appareils en même temps, il n'aura pas le problème d'aller sur chaque boîtier et de configurer selon les besoins des abonnés. Et tout ça serait dans son système, dans le noyau du réseau. Il y aura une base de données. Il y a un protocole qui s'appelle CWMP ou le TR-069. Ce boîtier est capable d'utiliser ce protocole pour recevoir la configuration adaptée à l'abonné selon le tarif qu'il a choisi, selon les besoins qu'il avait demandé. Et en même temps, ce n'est pas seulement un système de configuration, le TR-069, c'est un système aussi de monitoring. Ça veut dire l'opérateur, il peut collecter des statistiques et des données pour voir si le système, si les box font leur travail comme il faut. Et si jamais il y a une réclamation des abonnés, il peut tout de suite savoir de quoi il s'agit. Donc, Mohamed, je vous interromps parce qu'il
Il y a pas mal de sigles. On sent que vous venez de la technique, vous l'avez dit, vous avez prévenu. Oui, pardon. Mais ce sont les applications, effectivement, Voilà. qui sont permises par ces outils-là, qui sont au cœur de notre sujet. Ouais. On comprend effectivement votre technologie, mais derrière, vous avez réfléchi les propositions d'usage qu'il peut y avoir derrière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur justement le contrôle de la consommation d'énergie ? Comment ça marche ? Comment votre box permet de faire ça ? Permet de suivre sa propre conso d'énergie ? Merci pour l'interruption. Sinon... Mais je vous voyais partir. C'est vrai que voilà, il y a certains sigles, on n'est pas entre initiés. Ok. Donc cette application, elle est vraiment innovative. C'est pas visionnaire. Entre-temps, c'est quelque chose de soi-disant normal. Hein. Ce qui est particulier dans la solution que nous avons, nous n'avons pas un système séparé pour faire une sorte d'application comme ça. Tout est intégré dans le même boîtier. La seule chose qu'on ajoute ici, c'est une clé USB avec justement une radio qu'on appelle Zigbee pour avoir le contact avec tous les capteurs et tous les actionneurs qui sont dans la maison, par exemple. Avec ça, ici, on a une interface qui peut être soit sur le smartphone, sur un téléphone intelligent, soit sur le web avec un PC ou avec un Mac. Et ça peut nous montrer, par exemple, c'est un exemple ici, comment on peut gérer la consommation la consommation d'énergie dans sa maison. Avec ça, je vois par exemple un graphique qui me démontre si je suis dans le rouge ou dans le vert. Et puis il y a des indications en numérique que je peux utiliser pour mes statistiques et pour gérer la consommation d'énergie dans mon édifice. Et il y a des informations aussi pour les gens qui sont conscients écologiquement pour dire, voilà, avec la consommation que vous faites pour l'instant avec vos fours, vos machines à laver, tout ça, elle n'est pas vraiment très, très écologiste. Ça, c'est très éducatif aussi pour les membres d'une famille. Et avec ça, j'ai toujours l'image réelle de ce que je consomme dans mon édifice. Si c'est une petite maison, c'est peut-être pas très intéressant, mais si c'est une grande villa ou un édifice assez grand, ce serait intéressant de gérer tout ça à distance. Ça veut dire, même si je suis à l'extérieur de ma maison, je peux toujours, après, par exemple, un voyage qui a duré 2 semaines, je sais qu'il fait froid là chez moi et je pourrais, à distance, activer le chauffage et tout ça pour arriver à la maison avec la température dont j'ai besoin, et ma famille aussi. Ce que je peux faire aussi avec... Est-ce que je peux changer les slides ? C'est la grosse flèche verte. Voilà. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé donc d'une application qui est assez récente, qui s'appelle le Smart Home. Et cette application, elle est en développement. Ce qu'on a de particulier, c'est que c'est intégré dans le boîtier. On n'a pas besoin d'ajouter quelque chose de spécial, à part la clé. Et puis, il faut mettre les capteurs dont on a besoin, par exemple les poignées, si on veut sécuriser les portes, ou les capteurs et les sensors qui sont sur les fenêtres, tout ça. Et ça, c'est une quincaillerie qu'il faut installer par des gens qui s'y connaissent. Et après, une fois que c'est installé, on peut tout gérer à distance par son smartphone. De quoi il s'agit ici Voilà. Donc ici, on essaie d'expliquer à peu près qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce boîtier. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'adresse bien sûr aux opérateurs. On ne peut pas aller avec un boîtier comme ça directement chez les particuliers et leur vendre ça. C'est un boîtier qui se vend par l'intermédiaire des opérateurs. Et puis c'est fabriqué en Europe et le service c'est européen. C'est peut-être un point intéressant à dire ici. C'est pas du chinois, c'est pas des choses qui arrivent et qu'on ne connaît pas d'un coup, on ne sait pas ce qui se passe. Donc c'est un produit qui est à proximité. Et on peut faire aussi un développement ici directement en France si c'est nécessaire. Il nous reste 1 minute, Mohamed. Pardon ? Il nous reste 1 minute. 1 minute, donc je suis déjà
C'est la dernière slide, je pense. Donc, par hasard, ça a marché. Nous avons aussi un autre produit ici qui n'a rien à voir avec ce boîtier. C'est pour les opérateurs, s'il y en a ici, ce serait très intéressant de dire aussi qu'on a un produit qui nous permet de faire une alimentation électrique à distance sur des... Entre-temps, il y a des produits ou des éléments du réseau qu'on appelle les DISLAM. Il y en a entre-temps des petits DISLAM qu'on met dans des baies pour alimenter en numérique le résidentiel ou bien les périmètres du business. Et pour ne pas aller demander à l'EDF ou à faire du génie civil pour creuser tout ça, on recycle le cuivre qui existe déjà là pour alimenter à partir de la centrale tous les périphériques qui se trouvent à quelques kilomètres de la centrale sans avoir à investir un gros montant pour alimenter ce genre d'éléments qui sont très nécessaires pour le déploiement du numérique, que ce soit en optique ou en cuivre. Voilà. Merci beaucoup pour ce point, effectivement, sur les équipements qui permettent de mettre en œuvre. Parce qu'effectivement, il y a les réseaux dont on a parlé un petit peu ce matin, il y a tous ces usages en perspective, il y a ces révolutions de l'économie, il y a la révolution, on l'a vu, on va le voir tout de suite, des territoires, mais tout ça, c'est une chaîne complexe qui agrège effectivement à la fois des compétences techniques, des modèles économiques. Voilà, et on est sur une dynamique qui ne se fait pas toute seule et où chaque portion de cette chaîne, chaque maillon a une importance capitale parce que sinon ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on souhaitait recevoir Elcon et montrer à un moment donné ce qui permet tous ces usages dont nous avons besoin et dont on va parler tout de suite. Merci beaucoup Mohamed.